La veille de Noël, mon fils m'a mis à la porte parce que j'ai refusé de lui céder mon entreprise. Le lendemain, il a reçu un cadeau inattendu, un huissier de justice à sa porte. À ce moment-là, il est devenu pâle comme un linge. Et moi, j'ai retrouvé ma paix. C'était le 24 décembre quand mon propre sang m'a jeté à la rue comme si j'étais un déchet. 23 heures, la maison toute décorée. Les lumières clignotaient aux fenêtres. L'odeur du chapon rôti flottait encore dans l'air. Et moi, à 67 ans, je me faisais pousser dehors par l'homme que j'avais élevé seul après que sa mère nous ait quittés. Je m'appelle Jacques, et voici l'histoire de comment mon fils Thomas a essayé de me voler tout ce que j'avais construit, et comment je lui ai fait payer cher pour ça. Mais avant que je vous raconte ce qui s'est passé cette nuit maudite, promettez-moi une chose, restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce qui va suivre vous serrera le cœur, mais vous montrera aussi qu'il n'est jamais, jamais trop tard pour se défendre. Si vous vous êtes déjà senti irrespecté par ceux qui devraient vous aimer, cette histoire est pour vous. Et si vous avez aimé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits, car beaucoup de gens ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans cette lutte. Revenons à cette soirée. J'étais arrivé chez Thomas vers 19 heures. J'avais apporté des cadeaux pour mes petits-enfants, Mathieu, 9 ans, et Sophie, 6 ans. Un vélo rouge pour le garçon qu'il réclamait depuis des mois, et une maison de poupée à 3 étages pour la petite, avec des lumières et tout. J'ai dépensé 1890 € au total, mais c'était Noël, c'était ma famille. Quand je suis entré, Claire, ma belle-fille, m'a à peine regardé. Elle a juste fait un signe de tête sec et est retournée à la cuisine. Thomas était dans le salon, son téléphone à la main, le front plissé. Il ne s'est même pas levé pour me saluer correctement. Les petits, au moins, m'ont accueilli avec des câlins. Mathieu s'est pendu à mon cou. Sophie m'a montré sa nouvelle robe que sa mère lui avait achetée. J'ai souri, mais mon cœur était déjà serré. Je connaissais cette ambiance. C'était le calme avant la tempête. Le dîner a été froid, pas la nourriture, qui était bien chaude et même bien préparée. Mais l'ambiance à table était lourde comme du plomb. Claire mâchait lentement, les yeux fixés sur son assiette. Thomas a à peine touché à son repas. Il me regardait d'une façon étrange, comme si j'étais un intrus. Après que les enfants aient ouvert leurs cadeaux et soient allés jouer dans leur chambre, il m'a appelé. « Papa, viens ici dans mon bureau. Je dois te parler. » Mon estomac s'est glacé, mais j'y suis allé. Le bureau était au fond de la maison, une petite pièce avec un bureau en bois sombre et des étagères pleines de dossiers, sentant le vieux papier et l'encre d'imprimante. Claire est entrée juste derrière moi et a fermé la porte. Thomas a tiré une chaise et s'est assis devant le bureau. Il ne m'a pas proposé de m'asseoir. Je suis resté debout, serrant mon sac contre ma poitrine. Il a ouvert un tiroir et en a sorti des papiers qu'il a placés sur le bureau, juste devant moi. « Tu dois signer ça aujourd'hui. » Je me suis penché pour lire. C'étaient des documents de transfert de propriété de ma boulangerie, le Pain Doré. 32 ans de travail, tout passant à son nom. Mon sang n'a fait qu'un tour. « Thomas, qu'est-ce que c'est que ça ?»« C'est le transfert de l'entreprise, papa. J'en ai déjà parlé au comptable. Tout est en ordre. Tu dois juste signer. »« Mais pourquoi? Pourquoi ferais-je cela ?» Il a soupiré comme si j'étais stupide. « Parce que tu as assez travaillé. Il est temps de te reposer et je suis ton fils. Qui d'autre s'occuperait de l'affaire ?» J'ai ri. Ce n'était pas drôle du tout, mais j'ai ri nerveusement, d'indignation. « Thomas, tu es devenu fou? Je ne vais pas signer ça. » Claire a fait un pas en avant. « Jacques, ne sois pas têtu. Thomas te rend service. Tu es âgé maintenant. Et s'il t'arrive quelque chose, la boulangerie sera abandonnée. Mieux vaut la lui transmettre maintenant. » Âgé? Elle m'a appelé âgé comme si j'étais un vieux meuble oublié dans un coin. J'ai regardé ces deux-là, mon fils et sa femme, et j'ai vu dans leurs yeux quelque chose qui m'a fait frissonner, de l'avidité. Ils n'étaient pas préoccupés par moi. Ils voulaient mettre la main sur l'argent. « Non, » j'ai dit fermement, « je ne signerai pas.
Le pain doré est à moi. Je l'ai construit seul, pierre par pierre. Personne ne me prendra ça. Le visage de Thomas s'est durci. Papa ne m'oblige pas à faire ça de la manière difficile. Quelle manière difficile? Ai-je demandé, sentant la peur monter le long de ma colonne vertébrale. Il s'est levé, grand, épaules larges, me fixant comme si j'étais un ennemi. Si tu ne signes pas, tu devras partir d'ici. J'ai cligné des yeux. Je pensais avoir mal entendu. Comment? Tu as bien entendu. Cette maison est à moi. Et si tu ne veux pas coopérer, alors tu n'as plus ta place ici. Mon cœur s'est emballé. J'ai regardé Claire. Elle avait les bras croisés, un petit sourire au coin de la bouche. Thomas, tu es sérieux? Très sérieux. Signe les papiers ou sors. Choisis. Je suis resté paralysé. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'était mon fils, mon unique fils, le garçon que j'avais élevé, habillé, nourri, envoyé à l'école, payé ses études, offert sa première voiture, aidé pour son mariage. Et il me mettait à la porte la veille de Noël. Non, ai-je dit, la voix tremblante, je ne signerai pas. Thomas a jeté les papiers sur le bureau. Alors, sors d'ici. Il est venu vers moi, m'a attrapé par le bras et m'a traîné dans le couloir. Claire nous a suivis, criant « Va-t'en, vieux égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu n'as jamais pensé à ton fils. » J'ai essayé de me libérer, mais il était trop fort. Il m'a tiré jusqu'à la porte d'entrée. Les enfants sont apparus dans le couloir, effrayés. « Papy !» a crié Mathieu. « Tais-toi !» lui a hurlé Claire. Sophie a commencé à pleurer. Thomas a ouvert la porte. Le vent froid de la nuit a frappé mon visage. Il m'a poussé dehors. J'ai failli tomber sur le trottoir. « Et ne reviens pas tant que tu n'auras pas changé d'avis », a-t-il dit avant de claquer la porte. Je suis resté là, debout au milieu de la rue, seul, avec une vieille valise à la main et mon sac de documents accroché à l'épaule. Les lumières de Noël clignotaient dans les maisons voisines, le son lointain des rires et de la musique, et moi, expulsé, humilié, brisé. Mais je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là, parce qu'au fond de ma poitrine, avec la douleur, quelque chose de nouveau naissait. La colère, la détermination et la certitude absolue que mon fils allait amèrement regretter ce qu'il venait de faire. Parce qu'il ne le savait pas, mais je m'étais préparé à cela, et ce qui allait suivre allait lui faire perdre pied. Mais avant de vous raconter ce que j'ai fait cette nuit-là, vous devez comprendre une chose. Je ne suis pas un homme qui abandonne facilement. Le pain doré n'est pas tombé du ciel. Cette boulangerie n'était pas un cadeau, ni un héritage, mais de la sueur, du sang et des larmes. Et s'il y a une chose que j'ai apprise en 67 ans de vie, c'est que personne n'a le droit de nous prendre ce que nous avons construit de nos propres mains. Laissez-moi vous emmener 32 ans en arrière, au jour où tout a commencé. Année 1993. J'avais 35 ans, et je venais d'enterrer ma femme, Isabelle. Ma chère Isabelle est morte d'une maladie soudaine, me laissant seul avec Thomas, qui n'avait que 7 ans à l'époque, sans rien. Pire que rien, avec des dettes, 18 000 €. Ça paraît peu aujourd'hui, non? Mais à cette époque, c'était une fortune, un prêt qu'elle avait contracté pour essayer de démarrer une affaire qui n'a jamais vu le jour. Facture d'hôpital, enterrement, tout est tombé sur mes épaules. Je me souviens de cette nuit où je me suis assis à la table de la cuisine, seul, avec les factures étalées devant moi, la maison vide, Thomas endormi dans sa chambre, et moi, ne sachant pas comment payer le loyer du mois suivant. J'ai pleuré. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, mais quand le soleil s'est levé, j'avais déjà pris une décision. Je n'allais pas couler, je n'allais pas laisser mon fils avoir faim. Je n'allais pas laisser la vie m'écraser. J'ai cherché ma sœur Marie. Elle habitait à Montrouge, dans un petit appartement, mais elle avait un cœur immense. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai emprunté 3 200 €. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Jacques, tu vas y arriver ? J'ai confiance en toi. » Avec cet argent, j'ai acheté mon premier stock, de la farine, du levain, des moules, des choses simples, mais dont les gens avaient besoin. Chaque dimanche, j'allais au marché,
Je montais un petit stand avec une bâche bleue, de celles qui tremblent au vent. Je restais là de 6 heures du matin à 14 heures, soleil brûlant sur ma tête, pieds enflés, mains gercées à force de manipuler la farine et la pâte, mais je vendais. Au début, c'était lentement, 20 ou 30 euros par jour. Mais j'ai gagné une clientèle. Les gens aimaient mon pain parce que je discutais, donnais des conseils pour l'accompagner, aidais à choisir les meilleures baguettes. Je suis devenu connu. Et Thomas, il venait avec moi, tout petit, assis sur une caisse en bois à côté de l'étal, dessinant dans un vieux cahier. Parfois, il m'aidait à emballer les baguettes ou tenait le parasol quand le soleil était fort. Ce garçon était ma raison de me lever chaque jour. Nous rentrions à la maison le soir, épuisés. Je cuisinais quelque chose de rapide, du riz, des pâtes, une omelette, et nous mangions en regardant la télé. Puis je lui donnais son bain, le mettais au lit, et je restais jusqu'au petit matin à faire des comptes, planifiant ce qu'il fallait acheter la semaine suivante. Il ne restait pas d'argent pour quoi que ce soit d'autre. Des vêtements neufs, seulement s'ils venaient d'une friperie. Des sorties, impossible. J'ai porté les mêmes chaussures trouées pendant 2 ans parce que je ne pouvais pas en acheter d'autres. Mais je ne me plaignais pas, car j'avais un objectif, et chaque centime qui entrait allait directement dans l'affaire ou pour Thomas. Il a toujours eu le meilleur que je pouvais lui offrir. École privée, même si je devais échelonner les mensualités. Uniforme neuf chaque année, fourniture scolaire complète. Il n'a jamais eu honte devant ses camarades. Et quand il a eu 15 ans, j'avais économisé assez pour louer un local commercial. 1998, ma première boulangerie, un petit espace au centre de Paris, d'environ 40 mètres carrés, mais c'était la mienne. Le pain doré. Je l'ai baptisé ainsi parce que c'était du pain et c'était doré, comme l'avenir que je voulais pour nous. J'ai peint les murs en jaune et orange, des couleurs joyeuses. J'ai installé des étagères en bois que j'avais moi-même poncées et vernies. Je l'ai rempli de produits, baguettes, pains spéciaux, viennoiseries, pâtisseries, tout. Le jour de l'inauguration, Marie est venue avec moi, à apporter un gâteau. Nous avons célébré juste nous deux et Thomas, mais c'était le jour le plus heureux de ma vie jusque-là. Je travaillais de 4 heures du matin à 20 heures, 7 jours sur 7, sans repos, sans vacances. Noël, période d'affluence, je ne pouvais pas me reposer. Quand Thomas rentrait de l'école, il venait directement à la boulangerie, faisait ses devoirs au comptoir pendant que je servais les clients. Parfois, il se plaignait. « Papa, pourquoi on ne va pas au cinéma? Pourquoi on ne voyage pas ?» Et je répondais toujours la même chose. « Fils, nous construisons notre avenir. Un jour, tu comprendras. » Il a grandi là, entre les sacs de farine et les rouleaux à pâtisserie. Il a appris à répondre au téléphone, à emballer les pains, à faire les comptes. Et moi, j'ai construit un empire. Lentement, mais j'ai construit. La boulangerie a grandi. En 2005, j'ai réussi à louer l'espace à côté et à doubler la taille. En 2010, j'ai acheté le local. 220 000 euros comptant, de l'argent que j'avais économisé centime par centime pendant des années. En 2015, j'ai tout rénové. Climatisation, nouvelles étagères, four moderne, système de gestion automatisé. Le pain doré est devenu une référence dans la région. Les clients venaient de loin, nous faisions des livraisons, signions des contrats avec des entreprises. Quand j'ai évalué le patrimoine en 2024, la boulangerie valait 890 000 euros, presque 1 million. Et savez-vous ce que j'ai fait avec tout cet argent au fil des ans? J'ai investi dans Thomas, j'ai payé l'école privée jusqu'à ce qu'il termine le lycée, des études de gestion dans une bonne université, 1850 euros par mois pendant 5 ans. Je lui ai acheté une voiture quand il a eu 18 ans, une Clio d'occasion mais en bon état. J'ai payé son permis de conduire, lui ai donné de l'argent de poche. Quand il a voulu épouser Claire, j'ai payé tout le mariage. Traiteur, décoration, robe, tout. 47 000 euros. Je n'ai pas demandé 1 centime en retour. J'ai versé l'apport pour l'appartement où il vivait avant d'acheter la maison. J'ai aidé pour les meubles, pour le linge de maison, pour tout.
Je n'ai jamais rien refusé à mon fils. Et qu'ai-je reçu en échange? Une poussée dehors la veille de Noël. Alors que je marchais seul dans les rues froides cette nuit-là, portant ma vieille valise, je pensais à tout cela, à chaque sacrifice, à chaque choix que j'avais fait en pensant à lui. Et savez-vous ce qui faisait le plus mal? Ce n'était pas le fait qu'il m'ait expulsé, c'était le fait qu'il pensait que j'étais stupide, que je n'allais pas réagir, que j'allais simplement accepter et tout lui donner sur un plateau d'argent. Car il y a une chose que mon fils a oubliée. Celui qui construit un empire à partir de rien n'est pas faible, pas idiot, pas naïf. Et j'avais appris au cours de ces 32 années, en traitant avec des fournisseurs malhonnêtes, des clients mauvais payeurs et des concurrents déloyaux, à me protéger. Alors, pendant que je cherchais un hôtel bon marché pour passer cette nuit maudite, je savais déjà exactement quoi faire. Et le lendemain matin, mon fils allait découvrir qu'il s'était attaqué à l'homme qu'il ne fallait pas. Mais pour que vous compreniez vraiment comment j'en suis arrivé à cet enfer, je dois vous parler d'elle, Claire. La femme qui est entrée dans ma famille comme un agneau et s'est révélée être un serpent venimeux. C'était en 2014 que Thomas l'a rencontrée. Il avait 28 ans, travaillait comme gérant dans un magasin de matériaux de construction, gagnait raisonnablement bien sa vie. Il vivait encore avec moi, mais parlait déjà de partir, d'avoir sa propre vie. Je l'encourageais même, je trouvais ça naturel. Les enfants grandissent, veulent voler de leurs propres ailes, c'est comme ça. Jusqu'à ce qu'un dimanche, il arrive à la maison avec elle. Claire avait 23 ans. Belle, je ne peux pas le nier. Cheveux châtains longs, yeux clairs, large sourire, mince, grande, bien habillée, elle portait une robe à fleurs qui moulait son corps, des sandales à talons, les ongles faits. Elle était très sympathique, m'a serré dans ses bras, a complimenté la maison, a dit que Thomas parlait beaucoup de moi. Monsieur Jacques, quel plaisir de vous rencontrer. Thomas ne dit que du bien de vous, vous savez. Il dit que vous êtes un guerrier, une inspiration. J'ai souri. J'étais même flatté. J'ai pensé, quelle fille bien élevée. J'ai préparé le déjeuner pour eux, pot au feu parce que Thomas adorait ça. Claire a peu mangé, a dit qu'elle était au régime, mais a beaucoup remercié. Elle est restée pour m'aider à faire la vaisselle, discutant, me posant des questions sur la boulangerie. Je lui ai raconté un peu de l'histoire de comment j'avais commencé au marché, du sacrifice, de la lutte. Elle écoutait, les yeux écarquillés. Quelle histoire incroyable! Vous êtes un gagnant, j'admire beaucoup cela. Sur le moment, je l'ai cru. Après ce jour, elle a commencé à fréquenter la maison. Elle venait toujours avec Thomas. Apportait des cadeaux, rien de cher, mais elle apportait un gâteau, un fruit, un chocolat, toujours sympathique, attentionné. Environ 3 mois plus tard, Thomas m'a appelé pour discuter. « Papa, je suis amoureux de Claire. Je veux l'épouser. » Mon cœur s'est serré. Non pas parce que je ne l'aimais pas. Jusqu'à présent, elle n'avait été que gentille. Mais je connaissais mon fils. Il était impulsif, tombait amoureux rapidement, et le mariage n'est pas un jeu. Fils, vous vous connaissez depuis si peu de temps. Je sais, papa, mais je suis sûr. Elle est la femme de ma vie. Il était décidé, et je n'allais pas être le père ennuyeux qui entrave le bonheur de son fils. Alors, j'ai donné ma bénédiction. Les fiançailles ont duré 1 an. Durant cette période, j'ai appris à connaître sa famille. La mère de Claire, Madame Monique, était couturière. Le père, Monsieur Pierre, travaillait comme gardien d'immeuble. Des gens simples, modestes, travailleurs. Ils habitaient une petite maison à Saint-Denis, 3 pièces exiguës, toit en fibrociment. Il n'y avait rien de mal à cela. Moi aussi, je venais d'un milieu modeste. Je respectais ceux qui travaillaient honnêtement. Mais j'ai remarqué une chose. Claire avait honte de ses origines. Quand nous allions visiter ses parents, elle était tendue, précipitait la visite, trouvait n'importe quelle excuse pour partir rapidement. Et ensuite, dans la voiture, elle se plaignait. « Oh Thomas, ma mère est tellement campagnarde, elle offre ce café réchauffé, ces vieux biscuits. » Cela m'a dérangé, mais je n'ai rien dit.
J'ai pensé que c'était le fait d'une jeune fille voulant paraître plus chic qu'elle ne l'était. Le mariage a été fixé pour mai 2015, et c'est là que le premier problème est apparu. Il n'avait pas d'argent. Thomas avait environ 15 000 € d'économie. La famille de Claire ne pouvait rien apporter. Et elle voulait un grand mariage. Salle chic, buffet complet, décoration de magazine. Thomas, j'ai toujours rêvé d'un beau mariage. Je ne me marierai qu'une fois dans ma vie. J'ai vu mon fils anxieux. Il voulait réaliser son rêve, mais n'en avait pas les moyens. C'est là que je suis intervenu. Fils, laisse-moi t'aider. Je vais payer le mariage. Papa, ce n'est pas nécessaire. Si, ça l'est. Tu es mon unique fils, je veux te voir heureux. Et j'ai payé 47 000 €. Salle pouvant accueillir 200 personnes. Buffet complet avec 3 types de viande. Bar à cocktail, DJ, décoration entièrement en blanc et or que Claire a choisi. Sa robe a coûté 6 000 € à elle seule. Le jour du mariage, elle était radieuse. On aurait dit une princesse. Et Thomas, il la regardait comme s'il avait trouvé un trésor. J'étais heureux pour lui, vraiment. Mais au fond, tout au fond, il y a eu un moment dans cette fête qui m'a laissé avec un frisson dans le ventre. C'était quand j'étais assis à une table, reposant mes pieds qui me faisaient mal, à force d'être debout. Claire est passée près de moi en parlant à une amie. Elles ne m'ont pas vu et j'ai entendu l'amie dire « Claire, tu as réussi. Tu as trouvé un homme avec de l'argent, avec un père riche. Maintenant, tu n'as plus qu'à en profiter. » Et Claire a ri. Ce rire fin, aigu. Et oui, après tant de galères, je vais enfin avoir une belle vie. Mon estomac s'est retourné, mais j'ai essayé d'ignorer. J'ai pensé que c'était une plaisanterie, une bêtise entre amies jalouses. Quel idiot j'ai été. Après le mariage, ils sont allés vivre dans un appartement loué. J'ai versé l'apport, acheté les meubles de base. Claire voulait tout neuf, du meilleur. J'ai aidé autant que j'ai pu. Et c'est là qu'elle a commencé à travailler à la boulangerie. Elle a dit qu'elle voulait aider, qu'elle avait étudié un peu de gestion dans un cours technique, qu'elle pourrait être utile. J'ai accepté. Je l'ai engagée comme gérante administrative, lui payant un salaire de 3 200 € par mois. Au début, elle travaillait bien, organisait les papiers, recevait les fournisseurs, contrôlait les stocks. J'ai pensé que j'avais fait un bon choix, mais peu à peu, j'ai commencé à remarquer des changements. Elle parlait à Thomas, mettait des idées dans sa tête. « Chérie, ton père est trop contrôlant. Il ne te laisse rien décider dans la boulangerie. »« Thomas, ton père vieillit. Il ne suit plus le marché. Ses stratégies sont dépassées. Tu devrais avoir plus voix au chapitre dans l'entreprise. Après tout, tu es son fils. Tu vas tout hériter un jour. » Et Thomas a commencé à changer. Il est devenu plus distant avec moi, plus froid. Il a commencé à remettre en question mes décisions dans la boulangerie, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. « Papa, pourquoi n'investis-tu pas dans le marketing digital ? Papa, tu devrais moderniser le système de vente. Papa, tu perds des clients parce que tu n'acceptes pas les cartes de crédit. » J'étais même d'accord avec certaines choses. J'ai fait des changements. J'ai embauché une entreprise de marketing, j'ai mis en place un terminal de cartes, j'ai modernisé le site web, mais ce n'était pas suffisant pour lui, ou plutôt pour elle, car tout ce que Thomas disait, je savais que cela venait d'abord de la bouche de Claire. Un jour, environ 2 ans après le mariage, je suis arrivé à la boulangerie par surprise. C'était un samedi matin, très tôt. J'avais oublié un document à la maison et j'étais revenu le chercher. Quand j'ai poussé la porte, j'ai vu Claire au téléphone. Elle était de dos, ne m'a pas vu entrer, et je l'ai entendu dire « Non, vous pouvez envoyer le devis directement à mon email. Monsieur Jacques n'a pas besoin de savoir ça maintenant, on s'arrangera avec lui plus tard. » Mon sang n'a fait qu'un tour. Quelle histoire était-ce? Je me suis approché. « Claire, à qui parles-tu » Elle a sursauté, a vite raccroché, son visage est devenu rouge. « Ah, monsieur Jacques, vous m'avez fait peur. C'était juste un fournisseur. Rien d'important. » « Quel fournisseur? Et pourquoi ne veux-tu pas que je sache? Ce n'est pas ça, monsieur Jacques. Vous avez mal compris. J'organisais juste les choses pour vous faciliter la tâche. » Je ne l'ai pas cru,
mais je n'avais aucun moyen de prouver quoi que ce soit. J'ai laissé passer, mais c'était le premier signe clair qu'elle préparait quelque chose. Et dans les mois qui ont suivi, les choses n'ont fait qu'empirer. Les fournisseurs ont commencé à retarder les livraisons, d'anciens clients ont disparu. De petits problèmes qui n'étaient jamais arrivés auparavant ont commencé à apparaître. Et toujours, Claire était impliquée. C'est là que j'ai vraiment commencé à me méfier. Et c'est là que j'ai commencé, en silence, à me protéger. Il y a une chose que j'ai apprise durant toutes ces années à travailler avec le public. On sent quand quelqu'un complote dans notre dos. C'est un sixième sens, un frisson, un détail qui cloche. Et avec Claire, ces détails ont commencé à s'accumuler comme de la poussière sous le tapis. C'était en 2017. Cela faisait 2 ans qu'elle travaillait au pain doré. Et la boulangerie, qui avait toujours été ma fierté, a commencé à donner des signes étranges. D'abord, ce furent les fournisseurs. La minoterie Dupont, qui me servait depuis 15 ans, a soudainement commencé à retarder les livraisons. La marchandise qui arrivait toujours le lundi ne parvenait plus que le vendredi. Quand j'appelais pour me plaindre, M. Duval, le propriétaire, était gêné. « Monsieur Jacques, vraiment désolé. Nous avons dû un problème avec le système. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai laissé passer, jusqu'à ce que cela se reproduise encore et encore. La 3e fois, je suis allé les voir en personne. Monsieur Duval, que se passe-t-il? Notre relation a toujours été bonne, pourquoi ces défaillances maintenant? Il s'est gratté la tête, embarrassé. Écoutez, monsieur Jacques, c'est que nous avons reçu des appels de votre boulangerie, disant que vous aviez des problèmes de santé, que vous oubliez parfois les commandes. Alors, on a hésité, vous comprenez? Mon sang s'est glacé. Comment ça, des problèmes de santé? Qui vous a appelé pour dire ça? C'était une dame. Elle a dit qu'elle était gérante, que vous deveniez oublieux, que vous étiez allé chez le médecin. Je suis sorti de là tremblant de colère. Je suis allé directement à la boulangerie. Je l'ai trouvée dans le bureau, tranquillement installée devant l'ordinateur. Claire, il faut qu'on parle maintenant. Elle a levé les yeux, ce petit sourire innocent sur le visage. Bonjour, monsieur Jacques. Quelle surprise! Je pensais que vous étiez à la maison. Pourquoi as-tu appelé la minoterie Dupont en disant que j'ai des problèmes de santé? Son sourire a vacillé, juste une seconde, mais j'ai vu. Moi, monsieur Jacques. Je n'ai jamais dit ça. Si, tu l'as fait, monsieur Duval me l'a raconté mot pour mot. Elle a pris un air étonné, fausse jusqu'à la racine des cheveux. Monsieur Jacques, je pense qu'il y a eu un malentendu. J'ai appelé, oui, mais c'était juste pour confirmer une livraison qui était en retard. Peut-être que monsieur Duval a mal compris. Il a mal compris que tu as dit que j'étais allé chez le médecin, que je devenais oublieux. Je n'ai pas dit ça, monsieur Jacques, je vous jure. Peut-être qu'il a confondu avec autre chose que j'ai dit. Vous savez comment c'est, le téléphone coupe parfois, les gens entendent mal. Elle était douée, très douée. Elle me regardait droit dans les yeux sans ciller. Voix ferme, main sur la poitrine. Mais je n'étais pas né de la dernière pluie. Claire ne contacte plus les fournisseurs sans m'en parler d'abord. C'est clair? Bien sûr, monsieur Jacques. Désolé si cela a causé un problème. Elle est sortie comme si de rien n'était. Mais je suis resté là, debout au milieu du bureau, avec une certitude qui me brûlait la poitrine. Cette vipère essayait de me saboter, et ce n'était que le début. Dans les semaines qui ont suivi, d'autres problèmes sont apparus. La papeterie royale, un autre fournisseur de longue date, m'a appelé pour me dire qu'ils avaient reçu un email demandant d'annuler notre commande mensuelle. Un email parti de l'ordinateur de la boulangerie, mais que je n'avais pas envoyé. Un client important, l'école Saint-Michel, qui signait un contrat avec moi chaque année pour la fête de l'été, a dit qu'il avait renoncé parce qu'il avait reçu une offre moins chère d'une autre boulangerie. Quand j'ai enquêté, j'ai découvert que quelqu'un avait divulgué notre devis avec tous les détails, valeurs, conditions. Devine qui avait accès au devis? Claire. J'ai commencé à faire attention à tout, chacun de ses mouvements, chaque appel, chaque email. Et c'est là que j'ai commencé à entendre les conversations qu'elle avait avec Thomas.
Mon fils venait déjeuner avec moi le dimanche, une vieille habitude que nous gardions, mais l'ambiance avait changé. Il arrivait tendu, parlait peu, regardait son téléphone tout le temps. Un jour, pendant le déjeuner, il a posé sa fourchette et m'a regardé. « Papa, nous devons parler de la boulangerie. » « Qu'y a-t-il avec la boulangerie ? Tu es, comment dire, un peu dépassé. Le marché a changé, la façon de vendre a changé, et tu insistes pour tout faire à l'ancienne. » J'ai respiré profondément. « Thomas, le pain doré existe depuis 30 ans. Elle a un bon chiffre d'affaires, une clientèle fidèle. Qu'y a-t-il de dépassé là-dedans ? Papa, tu n'investis pas dans les réseaux sociaux, tu ne fais pas de promotion, tu n'as pas de boutique en ligne, la concurrence te dépasse. J'ai des réseaux sociaux, j'ai un site web, et les ventes continuent d'être bonnes. Elles pourraient être meilleures si tu laissais quelqu'un de plus jeune prendre certaines décisions. Quelqu'un comme qui ? Moi ? Il a détourné le regard. Moi et Claire. Nous comprenons mieux le marché actuel. Là, j'ai compris. Le serpent avait tout mis dans sa tête. Elle lui avait fait croire que j'étais un vieux têtu coincé dans le passé, entravant le progrès de l'entreprise. Thomas, quand tu comprendras la moitié de ce que je comprends en gestion, on reparlera. Pour l'instant, c'est encore moi qui prends les décisions. Il est devenu rouge, s'est levé de table. Tu es impossible, tu n'acceptes l'opinion de personne. Et il est parti en claquant la porte. Je suis resté seul, regardant mon assiette à moitié pleine. Mon fils avait changé et la coupable avait un nom et un prénom. Dans les mois qui ont suivi, la pression a augmenté. Thomas a commencé à parler d'association. Il voulait que je le mette comme associé de l'entreprise. 50% chacun. Papa, je suis ton fils, ton unique fils. Un jour, ce sera à moi de toute façon. Pourquoi ne pas le faire maintenant ? Parce que je suis encore vivant, Thomas. Et tant que j'aurai la santé et toute ma tête, c'est moi qui dirige le pain doré. Tu ne me fais pas confiance ? Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de bon sens. J'ai construit cela seul. Je ne vais pas tout céder sur un plateau. Il était furieux, mais il ne pouvait rien faire. C'est alors que Claire a commencé sa campagne de diffamation dans la famille. Elle appelait mes cousins, mes oncles, Marie, pleurait. Elle disait que j'étais méchant avec elle, que je traitais Thomas comme un enfant, que j'étais égoïste, que je ne voulais rien partager avec personne. Marie m'a raconté, « Jacques, Claire m'a appelé hier, elle pleurait, disant que tu l'humilies à la boulangerie, que tu ne laisses pas Thomas grandir. Tu n'es pas un peu dur ?» J'ai soupiré. « Marie, tu me connais depuis 67 ans. Ai-je déjà été injuste ?» Elle est restée silencieuse, puis a murmuré « Non, jamais. Désolé, frère. J'aurais dû me méfier. » Mais d'autres parents l'ont cru et ont commencé à me traiter différemment, comme si j'étais le méchant de l'histoire. Et Thomas, il croyait chaque mot que sa femme disait. C'est en novembre 2024 que tout a vraiment dégénéré. Je suis arrivé à la boulangerie et j'ai trouvé Thomas fouillant dans les dossiers du bureau. Papiers éparpillés, classeurs ouverts. « Que fais-tu » Il a sursauté. « Papa, je rangeais juste. » « Tu rangeais quoi ? Ce sont des documents confidentiels. »« Je sais, papa, mais je suis ton fils. J'ai le droit de savoir. » »« Non, tu n'as pas ce droit. Pas tant que tu n'es pas associé. »« Laisse ça. » Il a jeté les dossiers sur le bureau, irrité. « Tu deviens paranoïaque. Tu devrais consulter un médecin. » Ça m'a fait mal. Ça fait mal quand ça vient de ton fils, du garçon que tu as élevé, à qui tu as tout donné, que tu as aimé plus que ta propre vie. Et il me traitait de fou. Ce soir-là, quand j'ai fermé la boulangerie et suis rentré chez moi, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Mais au milieu des larmes, j'ai pris une décision. Je n'allais pas attendre qu'il me jouait un mauvais tour. J'ai appelé mon avocat, maître Bertrand, et mon comptable, monsieur Renaud. J'ai fixé un rendez-vous pour la semaine suivante et j'ai commencé à préparer mon plan de défense. Parce que s'il y a une chose que 32 ans de boulangerie m'ont apprise, c'est qu'on ne survit pas sur le marché en étant naïf. Et si mon propre fils complotait contre moi, j'allais me protéger avec toutes les armes à ma disposition.
Vous connaissez cette sensation quand vous réalisez que vous êtes cerné, que les murs se referment, et que l'air devient de plus en plus difficile à respirer. C'est ce que j'ai ressenti en octobre 2024. Maître Bertrand avait un petit cabinet dans le 9e arrondissement, au 3e étage d'un immeuble commercial un peu vieux. Mais cet homme avait un esprit juridique affûté comme une lame. Je le connaissais depuis 15 ans, depuis que j'avais eu besoin d'un avocat pour résoudre une question de droit du travail à la boulangerie. Je suis arrivé là un mardi après-midi. Monsieur Renaud, mon comptable, était aussi présent, gros, chauve, lunettes épaisses, mais avec un regard vif qui ne laissait rien passer. Je me suis assis dans le fauteuil en cuir craquelé face à leur bureau et j'ai tout déballé, chaque détail. Les appels de Claire aux fournisseurs, les documents que Thomas fouillait en cachette, les pressions pour que je cède l'entreprise, les insinuations selon lesquelles je devenais sénile. Maître Bertrand écoutait en silence, notant tout sur un petit bloc jaune. Quand j'ai terminé, il a retiré ses lunettes et m'a regardé sérieusement. « Monsieur Jacques, vous êtes en danger. » Mon estomac s'est noué. « Comment ça ? » Ils montent un siège. D'abord, ils vous discréditent. Ils répandent que vous avez des problèmes mentaux, que vous n'êtes plus en mesure de gérer l'affaire. Ensuite, ils vont demander une mise sous tutelle. Une mise sous tutelle. Oui, une procédure juridique pour vous retirer votre capacité civile. Ils mettent Thomas comme votre tuteur et il prend le contrôle de tout. Votre entreprise, vos comptes, vos biens, tout. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mais je n'ai rien qui ne va pas dans ma tête. Je le sais bien, vous êtes lucide, en bonne santé, mais sur le papier, avec des témoins disant le contraire, avec des certificats médicaux achetés, c'est tout à fait possible de manipuler la situation. Monsieur Renaud s'est penché en avant. Monsieur Jacques, nous devons agir vite avant qu'il ne fasse le prochain pas. Que me suggérez-vous, maître ? Bertrand a pris un stylo. D'abord, vous devez protéger votre patrimoine. Transférer l'entreprise à une holding dont vous êtes le seul associé. Retirer Thomas de toute procuration ou document auquel il a accès. Deuxièmement, documenter tout, enregistrer les conversations, garder les impressions d'email, tout. Troisièmement, préparer une procédure d'expulsion de la maison où il habite. Mais la maison est déjà à moi. Oui, elle est à votre nom depuis son achat. Thomas y habite, mais il n'est pas propriétaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre le bien. J'ai respiré profondément. Faites ce qu'il faut, je vous fais confiance. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons travaillé dans le silence le plus total. Personne ne devait savoir, ni Marie, qui avait la langue bien pendue, ni les employés de la boulangerie. Monsieur Renaud a créé une holding familiale, le Pain Doré Holdings SARL, et a transféré tous les actifs de l'entreprise, le local commercial, les stocks, les comptes, vers cette nouvelle entité juridique. J'étais le seul associé. Ni Thomas ni Claire n'avaient la moindre participation. Maître Bertrand a préparé les documents de révocation de procuration. Thomas avait une vieille procuration que je lui avais donnée des années auparavant, pensant que ce serait utile. Nous avons tout révoqué et j'ai commencé à documenter. J'ai acheté un petit enregistreur de ceux discrets qui tiennent dans la paume de la main. Chaque fois que Thomas ou Claire venaient me parler, j'enregistrais. J'ai commencé à faire des captures d'écran d'email suspects. Je gardais tout dans un dossier caché sur l'ordinateur. Je faisais des sauvegardes sur une clé USB que je cachais dans un pot à biscuits vieux dans le garde-manger de ma maison. Et c'est ainsi que j'ai obtenu la preuve dont j'avais besoin. C'était un samedi après-midi, fin octobre. J'avais fermé la boulangerie plus tôt. J'ai dit aux employés que j'allais régler quelques affaires à la banque, mais je suis revenu en cachette. Je suis entré par la porte arrière, très doucement. J'ai entendu des voix dans le bureau, Thomas et Claire. Je me suis caché dans le couloir. Enregistreur allumé. « Chérie, il ne va pas te céder l'entreprise de son plein gré. » La voix de Claire était froide, calculatrice. « Il faut forcer les choses. »« Mais comment ?» Thomas semblait incertain. « Mise sous tutelle. Mon cousin est avocat. Il dit que c'est possible.
On trouve 2, 3 témoins qui disent que ton père devient sénile. On fait faire un certificat psychiatrique, et voilà, tu deviens son tuteur. Mais il n'est pas sénile, Claire. Il va bien. Thomas, réveille-toi. Ton père va mourir un jour, et alors tu vas attendre pour hériter, alors qu'on pourrait tout avoir maintenant? Silence. Puis sa voix plus basse. Je ne sais pas, chérie, ça semble mal. Ce qui est mal, c'est qu'il soit égoïste comme ça. Tu as travaillé dans cette boulangerie toute ta vie. Tu mérites ta part. Je n'ai pas travaillé dans la boulangerie toute ma vie. C'est lui qui a travaillé. Peu importe. Tu es fils unique. C'est à toi de droit. Et il te le refuse. Il t'humilie. Tu ne vois pas. Un autre silence, plus long. D'accord, faisons-le. Mon cœur s'est brisé à cet instant même. Mon fils, mon unique fils, acceptant de me trahir, de tout me prendre. Je suis sorti de là tremblant. Je suis allé directement au cabinet de Maître Bertrand. Je lui ai montré l'enregistrement. Il a tout écouté. Puis il m'a regardé, le visage grave. « Monsieur Jacques, maintenant nous avons des munitions. C'est une preuve de mauvaise foi, de tentative d'appropriation indue. Vous pouvez les poursuivre. » Pas encore, ai-je dit, la voix ferme malgré la douleur dans ma poitrine. Je veux voir jusqu'où ils vont. Je veux être absolument certain qu'il n'y a pas de retour en arrière. Car au fond, tout au fond, j'avais encore de l'espoir. L'espoir que mon fils se réveillerait, qu'il se rendrait compte de ce qu'il faisait. Mais en novembre, cet espoir est mort pour de bon. Thomas m'a invité à dîner, juste nous deux. Il a dit qu'il devait me parler, que c'était important. J'ai accepté. Peut-être qu'il voulait s'excuser, peut-être qu'il avait réalisé son erreur. Nous sommes allés dans un restaurant simple près de la boulangerie. Nous avons commandé. Il jouait nerveusement avec sa nourriture. « Papa, je m'inquiète pour toi. »« Inquiet pourquoi ? Tu es distrait, confus. La semaine dernière, tu as appelé le même fournisseur 3 fois, demandant la même chose. » Mensonge. Un mensonge éhonté. « Thomas, ce n'est jamais arrivé. »« Si, papa. Les employés en ont parlé. Ils sont inquiets. » Plus de mensonges. « Quels employés ? » ?»« Claire, les gens du stock. » »« Bien sûr, Claire. »« Papa, je pense que tu devrais faire des examens, consulter un médecin. C'est peut-être juste du stress, de la fatigue, mais c'est bon de vérifier. » J'ai regardé dans ses yeux que je connaissais depuis qu'il était bébé, et j'y ai vu de la froideur, du calcul. « Thomas, je ne suis pas malade, et si je l'étais, tu serais la première personne à qui je le dirais, mais je n'irai voir aucun médecin parce que je n'en ai pas besoin. » Il a soupiré, théâtralement. « Tu vois, papa ? Tu n'acceptes pas d'aide. C'est signe qu'il y a un problème. » Je me suis levé de table. Cette conversation est terminée. « Papa, attends. Non, tu sais ce que tu fais, Thomas. Et moi aussi, et je te garantis une chose, tu ne réussiras pas. » Je suis sorti du restaurant, j'ai payé ma part de l'addition à la caisse et je suis parti. Cette nuit-là, j'ai appelé Maître Bertrand. « Préparez tout. Je veux les documents prêts. Je veux les notifications préparées. J'attends juste qu'il fasse le prochain pas. » Et le prochain pas est venu à Noël, parce que l'avidité ne choisit pas la date, ne respecte pas l'occasion, n'a pas de cœur. Et cette veille de Noël, quand mon fils m'a mis à la porte, il ne savait pas qu'il venait de creuser sa propre tombe. Parce que j'avais tout préparé, chaque document, chaque procédure, chaque preuve. Et le lendemain matin, alors qu'il pensait avoir gagné, j'allais lui montrer ce qu'un homme de 67 ans, qui a construit un empire à partir de rien, est capable de faire quand il est trahi par son propre sang. Il y a des dates qui marquent notre vie pour toujours. Anniversaire, mariage, naissance d'un enfant, mais il y a aussi celles qu'on voudrait effacer de la mémoire et qu'on n'y arrive pas. Pour moi, le 24 décembre 2024 est une cicatrice qui ne se fermera jamais. Je me suis réveillé tôt ce jour-là, 6 heures du matin. Le ciel encore un peu sombre, cette fraîcheur matinale qui précède la chaleur de la journée. J'ai pris mon café seul, comme toujours. Pain avec du beurre, café noir, un fruit. J'ai regardé les cadeaux emballés dans le salon, le vélo rouge pour Mathieu, la bonne taille pour son âge, avec vitesse, et tout.
La maison de poupée pour Sophie, 3 étages, avec des lumières qui s'allumaient vraiment, mobilier complet. 1890 € au total, mais il valait chaque centime, rien que pour imaginer le visage de mes petits-enfants. Je me suis préparé avec soin. J'ai mis ma chemise de soie bleu marine, celle que Thomas m'avait offerte pour mon anniversaire 2 ans plus tôt. J'ai mis ma chaîne en or, le seul bijou de valeur que je possédais, héritage de ma mère. J'ai passé un peu d'eau de Cologne. J'ai jeté un dernier coup d'œil dans le miroir. Un homme de 67 ans, cheveux gris attachés en queue de cheval, rides de quelqu'un qui a travaillé dur toute sa vie, mais la tête haute, le regard ferme. J'ai pris les cadeaux, les ai mis dans la voiture et je suis parti. La maison de Thomas se trouvait dans un lotissement à Neuilly-sur-Seine, 3 chambres, terrasse, garage pour 2 voitures. J'avais versé l'apport pour cette maison, 70 000 €. Le reste, il l'avait financé, mais le bien était à mon nom. Un détail important que Thomas semblait avoir oublié. Je suis arrivé vers 19 h. Il y avait déjà d'autres voitures devant. J'ai reconnu la voiture de la mère de Claire, une vieille Clio argentée. Ses beaux-parents avaient été invités. J'ai sonné. Sophie est venue ouvrir toute joyeuse, avec sa petite robe rouge à nœuds blancs. « Papy !» Elle a sauté dans mes bras. J'ai serré ce petit corps, sentant le savon pour bébé et le shampoing à la fraise. Mon cœur s'est serré. Mathieu est apparu juste derrière, en short et t-shirt du PSG. « Papy, tu as apporté des cadeaux ?»« Oui, mon chéri, mais tu ne peux les ouvrir qu'après le dîner, d'accord ?» Il a fait la moue, mais a accepté. Je suis entré dans la maison. Le salon était décoré. Sapin de Noël dans le coin, plein de décorations or et rouge. Guirlandes lumineuses à la fenêtre, table dressée avec nappe blanche, serviettes rouges, arrangement floral au centre. Claire était dans la cuisine. Quand elle m'a vu, elle a fait un demi-sourire. « Bonjour, monsieur Jacques. »« Asseyez-vous, nous allons bientôt servir. » J'ai salué Madame Monique et Monsieur Pierre, des gens bien simples. Ils m'ont embrassé, m'ont traité avec affection. Thomas était sur la terrasse, regardant son téléphone. Il a levé les yeux quand je suis entré, a fait un signe de tête. Il n'est même pas venu m'embrasser, ne m'a pas même dit bonsoir correctement. J'ai tout de suite senti l'atmosphère pesante, mais j'ai respiré profondément. C'était Noël, fête de famille, tout allait bien se passer. Le dîner a été servi à 20 h. Chapon rôti, farce, riz au raisin sec, salade. Tout était beau, bien fait. Claire avait fait des efforts, mais la table était silencieuse. Seuls les petits parlaient, racontant des choses de l'école, des amis. Les adultes mangeaient lentement, échangeant des regards. Madame Monique a essayé d'engager la conversation. « Et la boulangerie, monsieur Jacques, comment vont les ventes de fin d'année ? » « Bien, Dieu merci. Décembre est toujours un mois chargé. Beaucoup de fêtes de fin d'études, de réceptions d'entreprises. »« C'est bien, » elle a souri. « Vous travaillez tellement, vous méritez le succès. » Claire a coupé un morceau de chapon avec force. Le couteau a raclé l'assiette, faisant ce bruit aigu. « Oui, il travaille tellement qu'il ne reste de temps pour rien d'autre. » Je l'ai regardé. « Comment ? » « Rien, monsieur Jacques, juste un commentaire. » Mais le ton était acide, venimeux. Nous avons fini de manger. Les enfants ont couru au salon, impatients pour les cadeaux. J'ai aidé à débarrasser la table et porté la vaisselle à la cuisine. C'est alors que Thomas est apparu derrière moi. « Papa, viens dans le bureau, je dois te parler. » Mon estomac s'est retourné, mais j'y suis allé. Le bureau était petit, un bureau en bois foncé, une chaise pivotante, des étagères avec des dossiers et des livres, odeur de papier et d'encre d'imprimante. Claire est entrée derrière moi, a fermé la porte. Thomas a tiré une chaise et s'est assis devant le bureau. Il ne m'a pas offert de siège. Je suis resté debout, serrant mon sac contre ma poitrine. Il a ouvert un tiroir, sorti une chemise verte, l'a posée sur le bureau, ouverte. C'étaient des documents, des feuilles blanches pleines de textes juridiques. En haut, en grosses lettres, « Acte de transfert de propriété d'entreprise ». Mon sang n'a fait qu'un tour. Qu'est-ce que c'est ?
C'est le transfert du pain doré à mon nom. Tout est prêt, il ne manque que ta signature. Il a poussé un stylo dans ma direction. J'ai pris les papiers et lu rapidement. Transfert total, sans clause, sans condition. Je céderai tout. Il deviendrait propriétaire absolu. Thomas, tu es fou? Non, papa, je suis censé. Tu as assez travaillé. Il est temps de te reposer, et je suis ton fils. Qui d'autre s'occuperait de l'affaire? Mais pourquoi comme ça? Pourquoi maintenant à Noël? Claire a fait un pas en avant. Parce que ce doit être maintenant, Jacques. Vous vieillissez, vous devenez oublieux, vous n'êtes plus en mesure de gérer quoi que ce soit. Et Thomas est votre fils, votre seul héritier. C'est logique de transmettre maintenant, pendant que vous êtes encore en vie, pour le voir diriger l'affaire. Je l'ai regardé, cette femme que j'avais accueillie, à qui j'avais donné un emploi, que j'avais traitée comme ma fille, et je n'ai vu que de l'avidité, de la pure méchanceté. « Je ne signerai pas », ai-je dit fermement. « Papa, ne sois pas têtu. Ce n'est pas de l'entêtement, Thomas, c'est du bon sens. Cette entreprise est à moi, je l'ai construite de mes mains, 32 ans de travail. Tu penses que je vais la céder gratuitement juste parce que tu l'as demandé? Ce n'est pas gratuit, c'est par droit. Je suis ton fils. Et alors? Cela te donne-t-il le droit de prendre ce qui est à moi? Il s'est levé, grand, musclé, me regardant de haut. Papa, ne m'oblige pas à faire ça de la manière difficile. Quelle manière difficile? Mise sous tutelle. On entame une procédure. On prouve que tu n'as plus toutes tes facultés mentales et je deviens ton tuteur. Alors je transfère tout à mon nom de toute façon. C'était donc ça, l'ultime menace. Tu ne ferais pas ça? Si, je le ferais. Claire a croisé les bras. Et il le fera si vous continuez à être égoïste. Égoïste. Elle m'a appelé égoïste, moi qui avais tout donné à mon fils, qui m'était sacrifié, qui avait travaillé jusqu'à ce que mes os me fassent mal, et il me traitait d'égoïste parce que je ne voulais pas céder mon travail sur un plateau d'argent. Non, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Je ne signerai pas, et je ne vous laisserai pas me voler. Le visage de Thomas s'est durci. Alors sors d'ici. J'ai cligné des yeux. Comment? Tu as bien entendu, cette maison est à moi et si tu ne veux pas coopérer, tu n'as plus ta place ici. Prends tes affaires et va-t'en. Mon cœur s'est emballé. J'ai regardé Claire. Elle avait les bras croisés, un petit sourire au coin de la bouche. Thomas, tu es sérieux? Très sérieux. Signe les papiers ou sors. Choisis. Je suis resté paralysé. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'était mon fils, mon unique fils, le garçon que j'avais élevé, habillé, nourri, envoyé à l'école, payé ses études, offert sa première voiture, aidé pour son mariage, et il me mettait à la porte la veille de Noël. Non, ai-je dit, la voix tremblante, je ne signerai pas. Thomas a jeté les papiers sur le bureau. Alors sors d'ici. Il est venu vers moi, m'a attrapé par le bras et m'a traîné dans le couloir. Claire nous a suivis, criant « Va-t'en, vieux égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu n'as jamais pensé à ton fils. » J'ai essayé de me libérer, mais il était trop fort. Il m'a tiré jusqu'à la porte d'entrée. Les enfants sont apparus dans le couloir, effrayés. « Papy !» a crié Mathieu. « Tais-toi !» lui a hurlé Claire. « Oui !» Sophie a commencé à pleurer. Thomas a ouvert la porte. Le vent froid de la nuit a frappé mon visage. Il m'a poussé dehors. J'ai failli tomber sur le trottoir. « Et ne reviens pas tant que tu n'auras pas changé d'avis », a-t-il dit avant de claquer la porte. Je suis resté là, debout au milieu de la rue, seul, avec une vieille valise à la main et mon sac de documents accroché à l'épaule. Les lumières de Noël clignotaient dans les maisons voisines, le son lointain des rires et de la musique, et moi, expulsé, humilié, brisé. Mais je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là, parce qu'au fond de ma poitrine, avec la douleur, quelque chose de nouveau naissait. La colère, la détermination et la certitude absolue que mon fils allait amèrement regretter ce qu'il venait de faire. Parce qu'il ne le savait pas, mais je m'étais préparé à cela, et ce qui allait suivre allait lui faire perdre pied. Avez-vous déjà passé une nuit de Noël seul dans un hôtel bon marché, entendant le bruit des feux d'artifice dehors,
alors que vous sentez votre cœur se briser en morceaux? J'ai marché dans la rue sans but pendant une vingtaine de minutes, les lumières des maisons clignotant, les familles réunies, les enfants jouant, et moi traînant ma vieille valise sur le trottoir, sentant le poids de 67 ans sur mes épaules. Je me suis arrêté à un coin de rue, j'ai pris mon téléphone, j'ai pensé à appeler Marie, mais c'était Noël, elle était avec sa famille. Je n'allais pas gâcher la soirée de ma sœur avec mes problèmes. J'ai ouvert l'application de recherche, tapé « Hôtel proche disponible maintenant ». Plusieurs options sont apparues. J'ai choisi le moins cher. Hôtel pension centrale, 120 € la nuit. Évaluation, 3 étoiles. Photo, montrant une petite chambre simple, lit simple, petite salle de bain. J'ai appelé un Uber. 10 minutes plus tard, j'étais à la porte de l'hôtel. C'était un bâtiment bas, 2 étages. Façade peinte en jaune délavé, une petite enseigne avec des ampoules grillées, une réception minuscule, comptoir en bois éraflé, odeur de moisi et de désinfectant. Le jeune homme à la réception avait la vingtaine, air endormi, t-shirt froissé. « Bonsoir, j'ai besoin d'une chambre. » Il m'a regardé surpris. Ce devait être étrange de voir un homme âgé seul demander une chambre la veille de Noël. « Juste pour vous ? Pour combien de nuits ? » J'ai respiré profondément. Une pour l'instant, il a tapé sur son vieil ordinateur, bruit des touches résonnant dans le silence. 120 €. Vous payez en espèces? Oui. J'ai sorti les billets de mon portefeuille, les mains tremblantes. Il m'a donné la clé. Numéro 207, 2e étage. Je suis monté. Chaque marche pesait 1 tonne. Couloir étroit, mur à la peinture écaillée, une lampe fluorescente clignotante. J'ai ouvert la porte de la chambre. C'était exactement comme sur les photos. Petite, lit simple avec un couvre-lit fleuri délavé, table de chevet avec une vieille lampe, salle de bain minuscule, fenêtre avec un rideau fin donnant sur la rue. J'ai fermé la porte, l'ai verrouillée, m'y suis adossé et me suis effondré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Des sanglots qui venaient du fond de l'âme, des larmes chaudes coulant sur mon visage, faisant couler mon eau de Cologne. Je me suis assis au bord du lit, ce lit dur, étrange, qui n'était pas le mien, dans une chambre qui sentait la naphtaline et la solitude. Et j'ai pensé, comment en suis-je arrivé là ? Comment moi, qui ai construit une affaire à partir de rien, qui ai élevé un fils seul, qui ai lutté toute ma vie, je me retrouve expulsé, humilié, jeté à la rue comme un déchet par mon propre fils. J'ai pris mon téléphone, regardé ses photos, petit. Mathieu, nouveau-né à l'hôpital, emmailloté dans un tissu bleu. Premier jour d'école avec un cartable plus grand que lui. Remise des diplômes du lycée en toge, large sourire, mariage aux côtés de Claire, tous deux rayonnants. Où avais-je commis une erreur? Je lui avais tout donné. Amour, éducation, opportunité, argent. J'avais sacrifié ma vie pour ses rêves, et il m'avait payé par la trahison. J'ai rangé mon téléphone, me suis levé, suis allé à la salle de bain, me suis lavé le visage, l'eau froide a brûlé ma peau. J'ai regardé dans le miroir fissuré. Un vieil homme fatigué me regardait. Yeux rouges, rides profondes, cheveux décoiffés. Mais dans les yeux de ce vieil homme, il y avait quelque chose qui n'était pas mort, la combativité. J'ai séché mon visage, suis retourné dans la chambre et repris mon téléphone. Il était 23h30. J'ai respiré profondément et composé un numéro. 3 sonneries. 4. « Allô ?» La voix rauque de Maître Bertrand. « Maître, c'est moi, Jacques. Monsieur Jacques, tout va bien? C'est la veille de Noël. Je sais. Désolé d'appeler à cette heure, mais c'est arrivé. Il m'a mis à la porte, m'a fait partir parce que je n'ai pas voulu signer les papiers de transfert de l'entreprise. » Silence de l'autre côté. Puis, où êtes-vous? Dans un hôtel, pension centrale, seul. Envoyez-moi l'adresse, j'arrive. Ce n'est pas nécessaire, maître. Je ne veux pas gâcher votre soirée. Monsieur Jacques, envoyez-moi l'adresse maintenant. J'ai obéi. 10 minutes plus tard, il frappait à la porte. Maître Bertrand est entré dans la chambre avec une serviette sous le bras, costume froissé, cravate desserrée, cheveux en bataille, mais regard ferme, déterminé. « Racontez-moi tout. » J'ai raconté chaque détail.
le dîner, le bureau, les papiers, les menaces, la poussée, la porte claquant à mon visage. Il écoutait, prenant des notes. Quand j'ai terminé, il a fermé son carnet. « Monsieur Jacques, maintenant nous avons tout ce qu'il nous faut. Coercition, tentative d'appropriation indue, expulsion d'une personne âgée. C'est criminel. Vous pouvez le poursuivre au pénal. Je ne veux pas poursuivre mon fils. » Ma voix était faible. « Alors que voulez-vous » J'ai respiré profondément. « Je veux justice. Je veux qu'il apprenne. Je veux récupérer ma maison, ma paix, ma dignité. » Maître Bertrand s'est penché en avant. « Alors, faisons ceci. Demain matin, le 25, je contacte le juge de permanence. Procédure d'expulsion de la maison. Vous êtes le propriétaire, c'est à votre nom. Il y habite comme occupant à titre gratuit, et un occupant à titre gratuit ne peut pas expulser le propriétaire. Combien de temps ça prendra, avec la gravité de la situation, avec un homme de 67 ans expulsé la veille de Noël? Le juge ordonnera une urgence. Nous aurons un huissier là-bas, demain même, vers 14 heures. Mon cœur s'est accéléré. Demain, si tôt? La justice peut être lente pour beaucoup de choses, mais la violence contre les personnes âgées est prioritaire. Et ce qu'ils vous ont fait entre dans cette catégorie. Il a ouvert sa serviette, en a sorti d'autres documents. Voici aussi la notification concernant la révocation des procurations et une mesure conservatoire, bloquant tout mouvement de sa part sur les comptes de l'entreprise. Il ne pourra pas retirer un centime sans votre autorisation. J'ai regardé ces papiers. Mon salut, ma vengeance, ma protection. Faites tout, maître. Tout. Il a souri. Un sourire fatigué mais ferme. Tout ira bien, monsieur Jacques. Vous avez été intelligent, vous vous êtes protégé à l'avance. Maintenant, nous ne faisons qu'exécuter le plan. Il est parti peu après minuit. Il m'a laissé seul dans cette chambre, mais je ne me sentais plus aussi perdu. Je me suis allongé sur le lit. Le matelas était dur, les draps rugueux. De l'extérieur, j'entendais des feux d'artifice. Minuit, Noël, j'ai pris mon téléphone, suis allé sur le groupe familial. Il y avait des messages. Marie, joyeux Noël à tous. Que Dieu bénisse notre famille. Des cousins envoyant des photos des dîners, embrassades, sourires, aucun message de Thomas, mais il y en avait un de Claire. Joyeux Noël, monsieur Jacques, que la nouvelle année vous apporte la sagesse. La sagesse? Cette vipère avait le culot de parler de sagesse. Je n'ai pas répondu. J'ai juste éteint mon téléphone, fermé les yeux, et pour la première fois en plusieurs heures, j'ai pu respirer profondément, parce que je savais une chose qu'ils ignoraient. Demain, quand ils penseraient avoir gagné, quand ils célébreraient leur victoire, la justice frapperait à leur porte. Et là, mon fils découvrirait ce que signifie s'attaquer à un homme qui a passé toute sa vie à lutter. Un homme qui n'abandonne pas. Un homme qui, même à genoux, sait encore se relever. J'ai peu dormi cette nuit-là, mais quand le soleil s'est levé, le 25 décembre, j'étais déjà debout. J'ai pris une douche, me suis habillé et mis les mêmes vêtements que la veille et suis allé rencontrer Maître Bertrand au tribunal, car la guerre venait juste de commencer et cette fois, j'allais gagner. Il y a des choses dans la vie qu'on n'oublie jamais. Le premier baiser, la naissance d'un enfant, le jour où l'on obtient quelque chose dont on a rêvé toute sa vie. Pour moi, le 25 décembre 2024 est entré dans cette liste, mais pas pour les raisons que vous imaginez. Je me suis réveillé à 6 heures du matin. Le soleil n'était pas encore vraiment levé, l'hôtel était silencieux, personne ne circulait dans les couloirs. Tout Paris dormait encore après la fête de Noël, mais je ne pouvais pas rester immobile. J'ai pris une douche, me suis habillé, me suis brossé les dents, regardant dans le miroir de cette minuscule salle de bain, et j'ai vu dans mes yeux une détermination que je n'avais pas vue depuis longtemps. 7h30, Maître Bertrand m'a appelé. « Monsieur Jacques, j'ai déjà obtenu l'ordonnance du juge. Expulsion accordée en urgence. L'huissier, Monsieur Leroy, sera à la maison à 14h. » Mon cœur s'est emballé. 14h, aujourd'hui? Aujourd'hui. Le juge a considéré la gravité de la situation, une personne âgée expulsée de sa propre propriété la veille de Noël.
Il n'a pas hésité. Et Thomas, il devra partir. Il aura 48 heures pour quitter les lieux, mais la notification arrive aujourd'hui. Et il y a plus. Avec l'expulsion, arrivera aussi la notification concernant le blocage des comptes de l'entreprise et la révocation des procurations. Je me suis assis au bord du lit, tout à la fois. Tout à la fois. C'est l'effet cascade, monsieur Jacques. Quand on agit au bon moment, avec les bonnes preuves, la justice agit vite. J'ai raccroché. Je suis resté assis là, traitant l'information. En quelques heures, tout allait changer. Mon fils allait découvrir qu'il avait sous-estimé son propre père. J'ai mangé quelque chose dans un café près de l'hôtel. Pain avec du beurre, café noir. Je n'avais pas faim, mais j'avais besoin d'énergie. J'ai erré dans les rues sans but. Paris était vide, commerce fermé, peu de voitures. Le lendemain de Noël est toujours comme ça. Tout le monde se repose, digère le repas de fête, profite de la famille. Tout le monde, sauf moi. 13h30, mon téléphone a sonné. Maître Bertrand. Monsieur Jacques, Monsieur Leroy est en route. Il arrive à la maison dans 15 minutes. Voulez-vous y aller aussi? J'ai réfléchi. J'ai voulu dire oui. J'ai voulu voir le visage de mon fils quand il recevrait ses papiers, mais quelque chose en moi m'a dit que non. Non, maître, je n'ai pas besoin d'être là. Laissez la justice faire son travail. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Appelez-moi quand ce sera terminé. Je n'y manquerai pas. Je suis resté assis sur un banc de parc, seul, regardant les arbres, le ciel bleu, les nuages blancs, et j'ai attendu. 14h15, le téléphone a sonné à nouveau. Mais ce n'était pas Maître Bertrand, c'était Thomas. Ma main a tremblé. J'ai décroché. « Allô, papa, qu'est-ce que tu as fait ?» Il criait, voix désespérée, hystérique. J'ai respiré profondément. Je me suis protégé, Thomas, c'est tout. Un huissier vient d'arriver ici, disant que je dois quitter la maison, que la maison est à toi. La maison a toujours été à moi, tu le savais. Mais j'habite ici, mes enfants habitent ici. Et j'étais ton père, et tu m'as jeté à la rue hier. Silence de l'autre côté, juste sa respiration lourde. Puis la voix de Claire en arrière-plan. Appelle l'avocat. Appelle maintenant. Et Thomas à nouveau. Papa, tu ne peux pas faire ça, c'est Noël, il y a les enfants. Toi non plus, tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait hier, mais tu l'as fait. Papa, s'il te plaît. Thomas, tu as 48 heures pour quitter les lieux. Lis la notification, tout y est expliqué. Papa, attends, ne raccroche pas. Mais j'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mon cœur battait de façon irrégulière, mais je ne regrettais pas. 2 minutes plus tard, un autre appel. Claire, j'ai répondu. Jacques, tu es fou. Tu ne peux pas nous faire ça. Si, je le peux, et je viens de le faire. Il y a des enfants ici. Tu vas jeter tes petits-enfants à la rue. Tu as jeté leur grand-père hier. Pourquoi je ne pourrais pas? Elle est restée sans réponse. Puis, on ira en justice. On fera annuler ça. Essaie. Mais tu ne réussiras pas parce que la maison est à moi. Elle l'a toujours été, et vous y habitiez par ma grâce, une faveur qui a pris fin quand vous m'avez mis dehors. Vieux misérable, on aurait dû t'interner quand on en avait l'occasion. Et elle a raccroché. J'ai rangé mon téléphone. Je suis resté à regarder l'horizon. 15 heures, Maître Bertrand a appelé. Monsieur Jacques, tout est fait. Monsieur Leroy a remis les 3 notifications. Expulsion, blocage des comptes de l'entreprise et révocation des procurations. Le jeune homme est devenu blanc quand il a lu. La dame a paniqué. Ils ont dit qu'ils allaient consulter un avocat. Qu'ils le fassent. Oui, mais ça ne servira à rien. La documentation est impeccable. Vous êtes le propriétaire légitime. Ils n'ont aucun droit sur la propriété ou l'entreprise. Et combien de temps avant qu'ils doivent partir? 48 heures jusqu'au 27. S'ils ne partent pas volontairement, nous demanderons un ordre d'expulsion avec force policière. Nous avons raccroché. Je suis resté assis là, traitant tout. Je l'avais fait, j'avais vraiment riposté. Je m'étais défendu, j'avais récupéré ce qui était à moi. Mais savez-vous ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Ce n'était pas de la joie, ce n'était pas de la satisfaction, c'était du vide.
Parce que même si mon fils m'avait trahi, même s'il m'avait blessé, il était toujours mon fils. Et un père ne célèbre pas quand il doit lutter contre son propre sang. Je suis retourné à l'hôtel. J'ai passé le reste de la journée allongé sur le lit, regardant le plafond. Le téléphone a sonné plusieurs fois. Thomas, Claire, même Marie, qui avait appris d'une manière ou d'une autre. Je n'ai répondu à personne, je voulais juste le silence. Le soir, j'ai commandé de la nourriture par application, un simple hamburger. J'ai mangé sans envie, juste pour ne pas être malade, et j'ai réfléchi. Et maintenant, j'avais récupéré ma maison, protégé mon entreprise, donné une leçon à mon fils. Mais qu'est-ce qui venait après? Allait-il apprendre ou allait-il me détester pour toujours? Et les petits-enfants? Comment serait ma relation avec eux? Ces questions m'ont empêché de dormir. Mais une chose, je savais avec certitude. Je ne reviendrai pas en arrière. Parce que s'il y a une chose que 67 ans de vie m'ont apprise, c'est qu'on ne peut pas laisser les autres nous piétiner, même quand ces autres sont notre propre famille. Le 26 au matin, tôt, le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. « Allô, monsieur Jacques, c'est Nathalie. Nous nous sommes rencontrés lors d'un salon de fournisseurs l'année dernière. Vous vous souvenez ?» Nathalie. Femme d'une quarantaine d'années, compétente, sérieuse. Elle travaillait dans une entreprise d'événements. « Oui, je me souviens. Bonjour Nathalie. Tout va bien ?»« Oui. Écoutez, j'ai entendu dire que vous aviez quelques problèmes dans votre entreprise. Eh bien, je cherche à changer de domaine. Je voulais savoir si vous n'auriez pas besoin de quelqu'un pour aider à la gestion du pain doré. » Je suis resté silencieux, réfléchissant. Une gérante, exactement ce dont j'avais besoin. « Nathalie, c'est possible. Pouvons-nous en discuter plus en détail ?»« Bien sûr, quand vous voulez. Nous avons fixé un rendez-vous pour un café cet après-midi-là. » Et c'est ainsi, au milieu du chaos, que j'ai commencé à reconstruire. Parce que la vie n'attend pas que l'on se remette complètement pour aller de l'avant. La vie continue, et on continue avec elle, ou on reste en arrière. Et je n'avais pas la moindre intention de rester en arrière. Vous connaissez cette sensation quand un château de cartes s'effondre? C'est exactement ainsi que le monde de Thomas et Claire s'est écroulé, et j'ai tout vu depuis ma loge. Le 27, 2 jours après Noël, à 9 heures du matin, j'ai sonné à la porte de ma propre maison. Oui, ma maison. Car maintenant j'étais absolument certain que cet endroit était le mien et que j'y retournerais. C'est Thomas qui a ouvert. Cerne profond, barbe non rasée, t-shirt froissé, on aurait dit qu'il n'avait pas dormi. Quand il m'a vu, son visage s'est tordu, colère mêlée de honte. « Tu es venu chercher quoi ?»« Je suis venu voir comment avance le déménagement. Vous avez jusqu'à aujourd'hui pour partir. » Il a eu un rire amer. « Tu le fais vraiment, tu nous jettes à la rue ?»« Non, je récupère ce qui est à moi. Grande différence. » Je suis entré. Il n'a pas essayé de m'arrêter. La maison était un désordre. Cartons par terre, vêtements empilés, le sapin de Noël encore monté, mais les lumières éteintes. Les décorations semblaient tristes, déplacées. Claire était dans le salon, assise sur le canapé, regardant son téléphone. Quand elle m'a vu, elle s'est levée d'un bond. « Toi, tu nous as détruits. Je me suis défendu. Ce n'est pas la même chose. On n'a nulle part où aller. Pas d'argent pour louer un autre endroit. Mes parents n'ont pas de place. Vous auriez dû y penser avant de me mettre dehors. » Elle est venue vers moi, doigts pointés, yeux injectés de haine. « J'ai toujours su que tu étais un vieux égoïste, mais je ne pensais pas que tu serais si cruel. » Claire. Ma voix était basse, mais ferme. « Tu es entré dans ma famille. Tu as profité de ma générosité, manipulé mon fils, essayé de me voler, et tu me traites d'égoïste. Tu te rends compte de l'absurdité ? Je n'ai manipulé personne. Thomas a toujours voulu l'entreprise, toujours. Mensonge. Avant toi, il n'a jamais abordé le sujet. Jamais. C'est toi qui as mis cette idée dans sa tête. » Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti parce qu'elle savait que j'avais raison. Thomas est apparu dans le salon. « Ça suffit, vous deux !»
Il a passé la main sur son visage fatigué. « Papa, on va partir. Mais tu dois savoir que tu as perdu ta famille, perdu tes petits-enfants, perdu tout. » Ça a fait mal. Ça a fait mal comme un coup de couteau dans la poitrine, mais je ne l'ai pas montré. « Thomas, c'est toi qui as décidé cela, non? Je me suis juste protégé de votre avidité. » « Avidité? Je suis ton fils. » « C'était mon droit. »« Droit non, Thomas. Héritage, peut-être un jour quand je serai mort. Mais tu n'as pas voulu attendre. Tu as voulu prendre par la force, et tu en as payé le prix. » Il est resté à me fixer. Colère dans les yeux, mais aussi quelque chose d'autre. Honte, regret, je ne sais pas. J'ai fait demi-tour et je suis sorti. En chemin, j'ai croisé mes petits-enfants dans le couloir. Mathieu et Sophie étaient assis sur le sol de leur chambre, entourés de jouets et de cartons. Sophie m'a vu et a couru dans mes bras. « Papy, tu es revenu !» J'ai serré ce petit corps, j'ai respiré l'odeur de ses cheveux. Mon cœur s'est serré. « Bonjour, mon amour. »« Papy, on s'en va. Papa a dit qu'on ne peut plus habiter ici. »« Je sais, ma chérie. » Mathieu est venu aussi, mais il était plus sérieux. Il m'a regardé avec ses yeux d'enfant qui comprend déjà plus qu'il ne le devrait. « Papy, c'est toi qui nous fais partir. » J'ai respiré profondément. « Oui, cette maison est à moi et j'en ai besoin à nouveau. Mais on habite ici. » « Je sais, mon amour, mais parfois les choses changent. Vous irez ailleurs et on se verra encore, d'accord ? » Je ne sais pas s'il m'a cru, mais il a hoché la tête. Je leur ai dit au revoir. Chaque pas vers la porte pesait une tonne, mais je ne pouvais pas faiblir. Non, maintenant, je suis sorti, je suis retourné à l'hôtel et j'ai attendu. 17 heures, Maître Bertrand m'a appelé. « Monsieur Jacques, ils sont partis, ils ont laissé les clés à l'agence immobilière. La maison est libre. » « Où sont-ils allés ? » « Je pense chez ses parents ou chez un ami, je ne sais pas. » J'ai raccroché. Je suis resté là, dans cette chambre d'hôtel, traitant l'information. J'avais réussi. J'avais récupéré ma maison, mais ça avait coûté cher. Le jour suivant, je suis retourné chez moi, ma maison. J'ai ouvert la porte lentement. L'endroit était silencieux, odeur de maison fermée, poussière dans l'air. J'ai parcouru les pièces, le salon, la cuisine, les chambres. Tout était vide. Ils avaient pris les meubles. Ce n'étaient pas les miens de toute façon. Je suis resté debout, au milieu du salon vide, écoutant l'écho de mes pas, et j'ai pensé, est-ce que ça valait le coup ? Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à reconstruire. J'ai acheté de nouveaux meubles, simples mais confortables. J'ai engagé une femme de ménage pour tout nettoyer et je suis retourné à la boulangerie. Le pain doré fonctionnait. Les employés avaient géré les choses en mon absence, mais on pouvait voir qu'ils étaient inquiets, méfiants. J'ai réuni tout le monde. Mes amis, je sais que vous avez entendu des rumeurs sur moi, sur l'entreprise. Je veux que vous sachiez une chose. Le pain doré reste solide et je suis aux commandes. Ils ont applaudi, certains ont souri, soulagés. Et c'est à ce moment que Nathalie est entrée. Je l'avais engagée comme nouvelle gérante administrative, salaire de 5 200 €, mais elle valait chaque centime. Dès les premiers jours, Nathalie a tout révisé. Stock, fournisseurs, contrats, finances, et a découvert des choses.